Voilà, alors là on va rentrer un peu plus dans la pathologie, hein, parce que tout à l'heure c'était gentil. Donc on va parler du rachis de l'enfant avec grosso modo 5 items. La douleur, parce que les douleurs du rachis, c'est très souvent, ce sont des motifs de consultation fréquents. La scoliose, l'hypercyphose, la lysismique, et puis la question du quel sport, est-ce qu'on fait de la kiné en lien avec la pathologie rachitique. Comme vous le savez, les douleurs rachinées chez l'enfant, c'est très fréquent, la plupart des pré-ados et des ados, ils ont mal au dos. Ceci est dû à la croissance, probablement, en fait, on ne sait pas très bien, mais ils sont très nombreux et fort heureusement, ils sont très peu nombreux à avoir quelque chose de grave sur leur dos qui va poser problème. Il existe, comme d'habitude, des signes rassurants. Ce qui est rassurant, c'est l'horaire mécanique, c'est-à-dire fin de journée, après une grosse journée de sport, de bord de cartable. Un signe rassurant que vous pouvez retrouver facilement, c'est quand on a mal depuis longtemps. Il y a des ados qui vous disent « Ah, mais moi j'ai mal au dos depuis 5 ans ». Bah, depuis 5 ans, ça ne peut pas être quelque chose de grave. C'est paradoxalement assez rassurant. Autre chose de rassurant, c'est la localisation. Quand ils vous disent oh, bah, j'ai mal un peu partout, un peu là, jusque là, vous savez que vous pouvez être probablement rassuré. Et puis, si vous n'avez pas de raideur, avec distance doigt-sol proche de 0, on va dire de 0 à 10-15 cm, et pas de signe de la sonnette à la palpation, c'est-à-dire quand vous palpez les épineuses et que votre patient il ne cherche pas à échapper à la palpation, bon, bah, voilà, tout ça c'est des signes rassurants, des fois certains ils ont tout ça, donc vous savez que vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. Moi, ce que je leur recommande la plupart du temps, quand ils me demandent ce qu'ils peuvent faire, moi j'ai envie d'aller nager. Alors, sur le dos ou pas, mais en tout cas d'aller nager. J'ai globalement très peu de succès avec mon idée. Il faut le reconnaître humblement. A contrario, les signes qui inquiètent, et que vous connaissez déjà, c'est l'horaire nocturne. En orthopédie pédiatrique, on déteste quand les patients ils sont réveillés par leur douleur, valable sur le rachis comme sur un fémur, un genou, que sais-je, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est uniquement maligne. La localisation précise, depuis quelques jours ou quelques semaines seulement, si un enfant, un ado qui dit j'ai mal là précisément, depuis quelques jours, quelques semaines, ça fait que s'empirer. Et plus ou moins ça devient invalidant, c'est-à-dire que petit à petit le sport est arrêté et puis on a de plus en plus de mal à aller au collège ou à l'école, tout ça évidemment ça nous inquiète. Si vous trouvez une raideur rachidienne, un patient tout raide à l'examen ou avec un signe de la sonnette positif à la palpation, tout ça doit vous inciter à prescrire une IRM rachidienne pour bilan. Bon, c'est loin d'être la majorité des cas. C'est dans la plupart des situations, on se trouve dans la première diapo, pas dans celle-là. Deux remarques, une scoliose n'est pas douloureuse. C'est très fréquemment que les patients nous expliquent que leur scoliose est douloureuse, et en fait, c'est probablement pas le cas, pour la simple et bonne raison que même une scoliose de 20 ou 25 degrés, elle n'est pas dégénérative à l'âge de 12 ans ou 15 ans. Vous n'avez pas encore de remaniement dégénératif arthrosique de la colonne, ça viendra dans 30 ans éventuellement ou 40 ans, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc on dit que la scoliose n'est pas douloureuse, c'est probablement la croissance du dos, comme pour les autres enfants, qui fait mal. Et puis je ne sais pas si vous connaissez ce signe chez le petit, un petit qui veut plus s'asseoir, notamment sur le dos. C'est quasiment une spondylodicite jusqu'à preuve du contraire. C'est un signe un excellent signe clinique pour détecter, penser à la spondylodicite, une infection du disque qu'on voit plutôt chez moins de 5-6 ans. Des questions sur les douleurs, des remarques? Pas de problème. Donc, on passe à la scoliose, qui est le grand chapitre, bien sûr, de ce topo, avec une définition. La scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale.
c'est dans les 3 plans de l'espace. On dit ça pour dire que c'est pas uniquement tordu comme ça, c'est-à-dire que dans la scoliose, ça tourne, ça vrille, et c'est non réductible, c'est-à-dire que ça ne revient pas à 0 degré, mais quand vous penchez le patient dans l'autre sens, on dit que c'est structuralisé. Ça concerne environ 0,2 à 0,4% des ados, et c'est surtout les filles, c'est ce qu'on voit nous en consultation, on voit 4 à 5 filles pour un garçon. Et de la rotation des vertèbres vient la gibosité qui sera d'autant plus facile à détecter au thoracique avec la présence des côtes. Là, on parle bien de scoliose idiopathique. Idiopathique pour dire que on ne sait pas exactement d'où elle vient. En fait, c'est l'association de plein de facteurs difficiles à identifier. Il y a une histoire familiale, il y a probablement une maladie neurologique mal identifiée, ou un défaut de maturation du système nerveux, des anomalies tissulaires, la croissance qui se mène au milieu de tout ça, et ça vous donne un dos qui est tordu dans le cas de la scoliose idiopathique, c'est-à-dire la plupart des cas où on n'a pas de cause identifiable. Bien sûr, avant de dire qu'elle est idiopathique, il faut rechercher une étiologie, c'est-à-dire une cause de scoliose, et donc on a un examen clinique assez systématique qui est fait en consultation. On va regarder la peau, parce qu'en cas de tache café au lait, notre patient pourrait très bien avoir une neurofibromatose, une maladie de von Reichenhausen, j'imagine, qui peut donner de la scoliose. On va regarder si le patient est hyperlaxe, est-ce qu'il a un Marfan ou un Ehlers-Danlos. Je ne sais pas si vous connaissez les critères de Peyton, quelque chose qui est publié pour essayer de différencier un petit peu les patients qui seraient un peu souples des patients qui seraient hyperlaxes pathologiques. Et donc on teste l'hyperextension des coudes, le fait de toucher avec le pouce l'avant-bras dans cette position. Quand on a une hyperextension, alors moi je ne suis pas du tout hyperlaxe, je ne suis pas souple non plus. Quand vous avez une flexion de la première phalange sur le M5 au-delà de 90 degrés, en fait, vous faites ça aussi sur le genou quand il y a plus de 10 degrés de récurvatum. Quand le patient il peut toucher le sol avec les mains à plat, tout ça, ça vous donne un ensemble de points. Il y a 9 points au total, avec le fait de toucher les mains à plat au sol, plus l'hyperextension des 2 genoux, des 2 coudes, plus ça, ça vous donne un certain nombre de points ou pas. Pour un enfant, il faut au moins 6 points sur le score de Peyton pour dire qu'il est hyperlaxe. Okay. J'aurais pu vous le mettre d'ailleurs dans le topo. Donc ça permet de retrouver une éventuelle collagénose. Toutes les maladies neuromusculaires peuvent donner, dont la paralysie cérébrale dont je parlais déjà tout à l'heure, peuvent donner une scoliose. On fait un examen neurologique qui recherche les réflexes spéotendineux, les réflexes cutanéo-abdominaux, à la recherche d'anomalies sur la moelle. On retrouve 3 grandes anomalies qui peuvent donner de la scoliose: une moelle attachée, une malformation d'Arnold Chiari ou une syringomyélie, qui est cette cavité que vous pouvez voir sur la moelle, sur le linéaire médulaire. Et puis, bien sûr, les anomalies osseuses en tant que telles peuvent donner une scoliose. À partir du moment où on voit une hémivertèbre, comme vous la voyez ici, on a vu ici une petite hémivertèbre, il y a eu un défaut de segmentation vertébrale au cours de l'embryogenèse, qui fait que notre scoliose, le dos il est lombaire, là il est tordu, mais c'est parce qu'il y a une malformation osseuse. Donc voilà, il faut regarder la radio, il faut examiner les patients avant de dire que c'est une scoliose idiopathique. La scoliose, cliniquement, elle se quantifie par la mesure de la gibosité, le bassin équilibré, le bassin horizontal. On va y revenir après. Bon, chacun a sa petite méthode, mais moi je le fais à l'œil, et voilà comment on fait, c'est le patient qui est penché en avant et on regarde la valeur de la bosse, entre guillemets, par rapport au côté contralatéral. Attention à faire l'examen du dos
la recherche d'une scoliose sur un bassin qui est horizontal. Là, ce jeune patient, si vous pouvez le voir, il a un défaut de longueur du membre inférieur droit, il est plus court, c'est le signe qui vous montre qu'il n'est pas horizontal. Vous pouvez croire qu'il est tordu de la scoliose puisqu'il a une asymétrie des plis de taille, et puis on voit une certaine incurvation qui va se trouver à la radio si votre patient n'est pas compensé du côté le plus court. Et en fait, quand vous le compensez, vous avez un bassin horizontal, vous avez un dos qui est beaucoup plus joli, vous avez une disparition de la symétrie du pli de taille, et si vous faites une radio dans cette position, vous verrez qu'il n'y a pas de scoliose vraie. C'est une attitude scoliotique. Ça n'a rien à voir avec une scoliose. Rien du tout. Et des fois, vous avez l'association des deux. Lui, au lieu de la semaine, on lui refait les os. Oui, tout à fait. Lui, il a droit à une semaine éventuellement. En tout cas, il faut refaire les os avec la compensation. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr. Les compensations qu'ils ont là-bas. Comme ils avaient chez Podologue. Oui, ils ont des compensations, ils ont des planchettes. Ah, ok, les radiologues. Les radiologues, ils ont des planchettes. Est-ce que tu peux vraiment les compenser? Parce que moi, j'ai des enfants qui sont compensés. Enfin, en fait, ils grandissent à l'instant T, il y a une inégalité de longueur, mais il faut les revoir très régulièrement pour voir s'il faut toujours corriger ou pas, parce que ça va basculer dans un sens et dans l'autre assez vite chez l'enfant, non? Alors, l'inégalité de longueur, en général, elle reste toujours un peu la même. Des fois, elle progresse proportionnellement avec la croissance et elle s'aggrave. Dans la plupart des cas, elle reste globalement la même. Ça bascule pas entre les. Moi, j'avais l'idée que la croissance, elle n'était pas symétrique et que du coup, il y a un moment, ça grandit un peu plus à gauche et ensuite, ça s'équilibre à droite. Non, sincèrement, c'est pas trop ce qu'on observe. Globalement, quand il y a une petite inégalité de longueur, elle reste comme ça un peu tout le temps. Donc, du coup, la correction, elle est justifiée. Oui. Ah oui, il faut. En fait, moi, ce que je fais en consultation, c'est que je les compense parce que c'est l'intérêt aussi de regarder le dos avec des planchettes parce que, et à la fois, on va corriger l'inégalité de longueur et on va la quantifier, et on peut aussi regarder le dos. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que moi je suis chirurgien et que je réfléchis aussi à une éventuelle épiphysie obèse. Ce qui est intéressant, c'est de leur poser la question de savoir si, une fois qu'ils ont des planchettes sous le pied, en fonction de la quantité d'inégalité de longueur, est-ce qu'ils sont mieux? Est-ce qu'ils se sentent mieux? Ce que je disais tout à l'heure en préambule de l'inégalité de longueur, des fois, on voit de fortes inégalités de longueur, ils n'ont pas besoin de compensation, et d'autres ont que 12 mm et ils sont beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, mais oui, il faut les compenser, surtout quand le dos il a besoin de rattraper, il se met en attitude scoliotique forte. C'est quand même mieux qu'il soit compensé, je pense. Les indications de la radiographie de colonne, ça c'est une question qui m'est souvent posée. C'est pour ça que j'ai fait une diapo rien que pour ça. En fait, il faut faire une radio chez l'enfant de colonne pour toute gibosité. Alors, d'autant plus si elle semble évolutive, hein, c'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'elle s'aggrave. Globalement, un enfant qui est tous les enfants sont en croissance, mais un enfant qui est en croissance, s'il a une gibosité, il faut lui faire. Donc, pour toute gibosité qui est découverte et d'emblée significative, il ne faut pas hésiter à faire une radio de colonne. Tous les ans, chez les scolioses qu'on suit, on fait de 1 à 11 ans, on fait une radio tous les ans, tous les 6 mois pour une scoliose lors de la puberté, parce qu'on va le voir, c'est au moment de la puberté que ça s'aggrave. On fait des radios dans les suites de la prescription d'un corset, on fera une radio avec corset pour savoir si notre corset corrige bien notre déformation scoliotique. Et dans le suivi du corset, tous les 5-6 mois, on fait une radio sans corset après 2 jours d'arrêt de traitement parce qu'on veut une radio sans l'influence immédiate du corset. Et si possible, on fait des radiographies EOS maintenant à tout le monde parce qu'on dit que c'est 4 à 8 fois moins irradiant. Et ça, je pense que maintenant tout le monde connaît. La scoliose, on a vu cliniquement, elle se quantifie par la gibosité. Radiologiquement, elle se
se quantifie par le classique angle de Cobb, qui est l'angle que vous prenez la ligne inférieure, vous la prenez sur la vertèbre limite inférieure, qui est la plus inclinée, et vous faites pareil, plateau supérieur de la vertèbre limite supérieure, la vertèbre la plus inclinée, et vous avez un angle qui mesure la déformation frontale et qui permet le suivi évolutif de cette scoliose. En fait, ce qu'il faut savoir, il faut avoir un peu cette idée de croissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer sur le dos scoliotique de notre jeune et pourquoi. En fait, il y a un lien avec la croissance. Entre la naissance et la maturité squelettique, le tronc va doubler en taille. Et en fait, il y a des croissances fortes du rachis à différents moments d'âge de l'enfant. Ça, c'est un graphe qui vous représente, avec le temps qui passe, 1 an d'âge, puis 17 ou 18 ans d'âge, qui vous représente l'évolution de la vitesse de croissance du rachis chez l'enfant. Et vous pouvez voir qu'il y a 2 périodes, celle-là, globalement de 0 à 3 ans, la vitesse de croissance du rachis est forte. Et ensuite, il y a un plateau où ça se calme, et puis elle redevient plus importante au moment de la puberté. Et en fait, l'évolution de cette vitesse de croissance, elle se calme complètement sur l'aggravation de la scoliose. Donc attention au virage pubertaire et attention à la poussée de croissance forte du rachis qu'on retrouve au moment de la puberté. Ici, vous retrouvez la ligne d'évolution de la vitesse de croissance du rachis. Donc on est au pic pour une jeune fille à peu près à 12 ans et demi, 13 ans, et 14 ans et demi, 15 ans pour un garçon. Et un des signes que nous on guette, par exemple, c'est la fermeture des cartilages en Y, que je vais vous montrer après, parce que c'est à ce moment-là qu'on sait que la croissance est très importante. La fermeture des cartilages en Y, c'est cette zone-là, sur une radiographie du bassin. On est à peu près à ce moment-là en termes de vitesse de croissance. Et nous, on peut arriver dans cette période-là en surveillance accrue, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que ça va s'aggraver. Il y a une relation, je vous disais, entre poussée de croissance et aggravation scoliotique, d'où l'intérêt de reconstituer un profil pubertaire pour savoir où en est notre patient et quel est son risque. Parce que, bien évidemment, une scoliose de 30 degrés à 11 ans n'a pas du tout le même risque d'aggravation qu'une scoliose de 30 degrés à l'âge de 14 ans. Chez une jeune fille, à l'âge de 14 ans, on est à peu près là. La vitesse de croissance du rachis, elle est elle s'effondre, et donc le risque scoliotique, c'est pareil. Alors que ici, la vitesse de croissance du rachis va être très importante dans les mois qui suivent, et donc le risque d'aggravation de la scoliose va lui aussi augmenter. C'est ce qu'a publié Madame Duval-Baubert. Madame Duval-Baubert, c'était une médecin de médecine physique et réadaptation qui a bossé à Paris dans les années 60-70 et qui a publié ce graphique d'évolution des scolioses. C'est l'évolution naturelle de la scoliose. C'est quelque chose dont tous les scoliologues dans le monde entier maintenant se servent de ça, parce qu'elle a montré qu'avec l'âge qui avance, l'angle de Cobb, il évolue, alors selon un plateau assez timide, assez calme au début, avec une petite aggravation jusqu'au moment de la puberté. Pilosité P2 chez les enfants. Et là, le plateau, il change considérablement. Vous avez vu l'évolution de l'angle de Cobb. En moyenne, ça a été fait sur 150 patients, c'est l'évolution naturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout... on a regardé juste ce qui se passait. Et donc on voit que cette phase de la puberté est la phase dangereuse dans la scoliose idiopathique. Et il faut absolument connaître ce truc-là quand on traite des scolioses. D'où l'importance du dépistage, d'où l'importance de regarder le dos des ados, mais surtout des pré-ados, parce qu'en fait ce qu'on veut, c'est arriver avant l'aggravation. On veut connaître l'existence de la scoliose avant l'aggravation potentielle.
L'objectif de ce dépistage, l'objectif du traitement qu'on va mettre en place, en fait, il est d'éviter de dépasser 30-35 degrés d'angle de corps en fin de croissance. Et pourquoi? Parce qu'on a montré que certaines scolioses de plus de 30 ou 35 degrés, elles vont prendre 1 à 2 degrés par an. C'est-à-dire qu'ici, une fois qu'on a passé la puberté et qu'on est à maturité scolastique, eh bien, on voit un certain nombre de scolioses continuer à s'aggraver. Vous imaginez, hein, vous avez 15 ans, vous êtes une jeune fille, vous avez terminé votre croissance avec 40 degrés de scoliose, vous prenez 1 degré par an à la suite de ça, faites le calcul, à l'âge de 60, 70 ans, 80 ans, bah, c'est la catastrophe. Et c'est comme ça qu'on a vu des scolioses de 90 ou 100 degrés chez certains adultes. Donc en fait, l'objectif du dépistage et du traitement, il est d'éviter au maximum cette évolution. Voici ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est un patient du service à Lyon, j'ai travaillé longtemps, où la patiente elle est suivie pendant toute la période sécale, elle n'est plus du tout suivie au moment où il faut la suivre, et puis voilà ce que ça vous donne, une scoliose qu'il faut opérer en fin de croissance. Et comment on fait? Alors ça dépend un peu de l'importance de la scoliose, mais quand même dans la plupart des cas, eh bien, on met en place un corset qui a pour objectif non pas de faire disparaître la scoliose, mais au moins de la stabiliser. C'est-à-dire que si vous diagnostiquez une scoliose qui est passée de 15 à 20 degrés, ça vous donne une indication de corset. Il faut expliquer à la famille que l'objectif, c'est de rester à 20 degrés. Ça, c'est hyper important de leur dire, parce que sinon, après, c'est la soupe à la grimace dans les consultations qui suivent, et vous vous faites limite engueuler. Traitement orthopédique par corset, il y a à peu près 15% d'échecs malgré un corset qui est bien porté. Bon, l'échec est assuré si le corset n'est pas porté. Pour un certain nombre de cas, on va plâtrer les patients, là c'est pas du tout la majorité. Et puis en cas d'échec du traitement orthopédique complet, avec un corset plus ou moins plate, si découverte d'une scoliose de plus de 45 degrés en fin de croissance, on fera ces chirurgies d'arthrodèse qui veulent corriger et bloquer l'évolution, bloquer en meilleure position. Et tout ça à cause du retentissement futur de la scoliose, hein, on imagine, sur le plan fonctionnel, sur le plan des douleurs. Il y a aussi la question de la fonction respiratoire qui est atteinte, on sait bien, parce que quand on fait des tests, des EFR à nos patients avant chirurgie et après chirurgie, on se rend compte qu'ils récupèrent une bonne capacité ventilatoire, une meilleure capacité. Donc le retentissement est vraiment multiple. Et on peut imaginer surtout les douleurs pour la fin de vie quand c'est comme ça. Voilà, toujours dans la scoliose idiopathique, quelques conseils aux parents qu'on peut donner, quelle que soit la scoliose, faire du sport. Ça, c'est quelque chose qu'on dit très régulièrement au cours de nos consultations. Il n'y a pas de sport particulièrement recommandé. En fait, la situation la pire, c'est celle où ils ne font rien. Et en fait, ils sont de plus en plus nombreux, je trouve, à ne faire rien. Très probablement à cause de leur téléphone portable, à cause de leur console de jeu, de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on voit de plus en plus nous dire qu'ils n'ont pas du tout envie de faire du sport. Pas de nécessité de kinésithérapie. La kiné, c'est pas vraiment un traitement de la scoliose. Ça peut être un appoint pour un patient qui serait porteur d'un corset et qui ne ferait pas de sport. Mais dans la plupart des cas, en fait, le traitement de la scoliose, c'est vraiment le corset qui a montré lui qu'il pouvait corriger ou stabiliser et de faire du sport. La kiné est peut-être un peu moins utile. Il n'y a pas d'effet particulier de la posture ou de la façon de porter le cartable. Très souvent, les parents ils nous interrogent là-dessus. Ah, mais il se tient comme ci, il se tient comme ça, donc forcément, maintenant, il y a une scoliose. En fait, il n'y a pas de rapport. Il faut imaginer que la scoliose, c'est une maladie, c'est un mal interne. Il y a l'association, comme on l'a vu tout à l'heure, l'association de plein de trucs un peu occultes qui concourent à donner un dos tordu, mais il n'y a pas d'effet particulier de la posture. Le cartable trop lourd, on en parle souvent aussi en consultation, j'explique que ça donne des douleurs, ça peut donner surtout
aussi déporté que d'un côté, mais c'est pareil, ça ne va pas donner une scoliose. Est-ce que vous avez des questions sur ce thème de la scoliose idiopathique? Quand est-ce qu'on vous les envoie? À quel degré? C'est des questions. À quel âge on les envoie? Je ne sais pas si c'était à 12 ans, c'est la même chose que 14, etc. Mais quelqu'un, à quel moment on va se dire, cet angle-là, nous on va faire des radios de contrôle, on voit une scoliose, il est à 12 degrés, j'en passe un contrôle, il a 12, je dis, je suis contente, il a 18, là je l'envoie. C'est très bien. Ouais, s'il a 18 degrés, il ce que j'envoie non, je pense qu'au-dessus de 15 degrés, vous pouvez tout nous envoyer, que ce soit l'âge et tout ça, c'est parce qu'on peut faire le point. Et après, effectivement, moins de 15 degrés, il faut surveiller, il faut vérifier que ça ne va pas s'aggraver. Je pense qu'on peut mettre une espèce de cut-off à 15 degrés, où au-delà, il faut qu'on voit, et en dessous, vous pouvez surveiller vous-même, il faut bien penser à refaire une radio qui est assez compliquée. Oui, tout à l'heure, je disais de 1 à 11 ans, on fait une radio tous les ans. En fait, plus ça avance, plus je fais des contrôles tous les 5-6 mois pour être sûr qu'il ne se passe rien. Donc oui, ça peut être tous les 6 mois. Vous avez d'autres types de scoliose, bien sûr, on a vu toutes les causes de scoliose, elles ne sont pas forcément idiopathiques. Des fois, vous avez une scoliose, non pas chez l'ado, mais chez le nourrisson. La plupart du temps, elles sont spontanément résolutives, celles-là, heureusement d'ailleurs. Et puis, vous avez la scoliose juvénile qui survient de 4 ans à la puberté. Le sexe ratio, là, il est équivalent, c'est-à-dire qu'il y a autant de garçons que de filles. On a beaucoup plus de courbure thoracique, droite. Normalement, 30% des cas sont résolutives, celles-là, et puis pour les 70%, il faudra bien regarder ce qui se passe, parce que celles-là, potentiellement, elles sont très importantes en termes de croissance, donc il va falloir bien y surveiller. Vous dites, elle retrouve un angle de com normal? Pour certains, oui. Ils ont pas un 30%, oui. C'est pareil, le topo ne voit pas, mais des fois, on voit des scolioses qui ne suivent pas du tout la courbe de Duval-Gobert, et des fois, qui s'aggravent, qui s'améliorent pas spontanément et qui même disparaissent. Ça reste. C'est un mystère, mais c'est pas ça qu'il faut retenir. Mais des fois, on voit ça aussi. Pour ces scolioses idiopathiques juvéniles, on a des solutions chirurgicales aussi avec des techniques plus souples sur le plan chirurgical. Je vous ai parlé de l'arthrodèse tout à l'heure et montré une ou deux photos. L'arthrodèse, ça bloque les vertèbres les unes par rapport aux autres. On est toujours très embêté de faire ça. On a donc développé une technique ces 15-20 dernières années qui fait un montage souple et qui essaye de jouer, un peu comme le fait une hémiépiphysiodèse pour un génivalgum ou un génivarum. On a cette technique qui essaye de jouer, qui essaye de moduler la croissance pour un rachis plus rectiligne en cours de croissance. Voilà pour toute la partie scoliose. On passe plus rapidement peut-être sur la question du profil des hypercycloses. Là, c'est la question de docteur, je vous l'amène parce qu'il est voûté, il se tient mal. Donc on est dans l'hypercyclose, on va pas savoir s'il est pathologique ou pas. Il y a des hypercycloses régulières avec des courbures plutôt homogènes et assez grandes qui donnent quelque chose de penché en avant, et puis vous avez des hypercycloses angulaires sur un plus petit nombre de vertèbres. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équilibre sagittal du rachis, c'est une combinaison compensée de plusieurs lordoses et cycloses, et qui aboutit à une posture qui veut économiser la dépense énergétique. Pour chaque individu, en fait, on a une lordose et une syphose donnée. Et ce qu'il faut connaître, c'est la valeur de l'incidence pelvienne. Parce que c'est l'incidence pelvienne chez chacun d'entre nous qui va déterminer quelle est notre lordose et donc quelle est notre syphose. L'incidence pelvienne, c'est cet angle. Vous prenez le plateau de S1, vous passez par le milieu du plateau, vous tracez une perpendiculaire, et puis ensuite vous partez du même point et vous rejoignez le centre des têtes fémorales. Ça vous donne la valeur de l'incidence pelvienne. On a une incidence pelvienne normale quand elle est proche de 50 degrés. Au-delà de 55, c'est
60. L'incidence pelvienne augmente donc, et donc vous aurez une lordose plus importante, une syphose plus importante, et ce sera normal. Quand vous avez une incidence pelvienne plus faible, moins de 40 degrés, on va dire, là vous avez tendance à avoir un dos plat, que ce soit en lombaire ou en thoracique. Donc attention avant de dire que tel ou tel cas est pathologique, parce qu'en fait, ce qu'il faut connaître pour chacun d'entre nous, c'est la valeur de l'incidence pelvienne. Globalement, les chirurgiens du rachis qui connaissent maintenant cette donnée depuis 15-20 ans, ils se rendent compte que les patients qui ont une forte incidence pelvienne, avec donc une forte lordose, une forte syphose, ils ont tendance à toujours aller mieux. Ils supportent mieux une chirurgie ou un traumatisme ou que sais-je. En tout cas, ils vivent mieux et ils ont moins de douleur que par rapport aux patients qui ont une incidence pelvienne faible. Ceux-là, ils vont avoir tendance à avoir plus de problèmes sur le dos et à moins tolérer d'éventuels changements. Dans l'hypersyphose pathologique, vous avez la maladie de Scheuermann, qui s'appelle aussi dystrophie rachidienne de croissance. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, c'est celle-là qu'il faut rechercher quand le patient est douloureux. Elle touche le préado et ado. Les causes sont inconnues. Elle donne une déformation douloureuse en hypersyphose, bien souvent au niveau thoracique, qui est peu réductible. Et on retrouve des formes familiales dans 75% des dystrophies rachidiennes de croissance. Donc en général, ça concerne aussi les parents. Les facteurs de risque, c'est l'obésité, la grande taille. Moi, ce que j'ai surtout retrouvé au cours de des consultations, quelques consultations de Scheuermann, parce qu'on a un patient quand même, c'est le sport. Je me souviens d'un patient qui faisait du BMX, lui, il avait un Scheuermann qui était connu. Et donc le sport, certains sports peuvent donner cette maladie de Scheuermann, qui répond à des critères radiographiques assez précis quand même. Il vous faut une atteinte d'au moins 3 vertèbres, qui se présente plus ou moins avec une cunéiformisation des corps vertébraux. C'est le fait que le corps vertébral devant il perd un peu de hauteur par rapport à la partie postérieure. Vous avez aussi des hernies intraspongieuses, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a comme un trou au niveau du plateau, des plateaux, et ça s'associe avec des discopathies. Bien sûr, à l'âge adulte, ça donnera une douleur, une gêne sur un patient en hypersyphose. Le traitement de Scheuermann, c'est la rééducation pour commencer. Ils sont toujours assez régulièrement, ils sont raides au niveau des chaînes postérieures, donc il faut les étirer, travailler la posture. Et il faut limiter les sports à risque, bien sûr, quand on a suspecté que c'était en cause. Et puis après, mais ça c'est une histoire de spécialiste. Est-ce qu'on met un corset ou est-ce qu'on met un corset plâtré? Est-ce qu'on opère? Bon, c'est exceptionnel. Et vous avez bien sûr d'autres situations pathologiques, mais là on est vraiment dans les raretés. Les maladies osseuses constitutionnelles peuvent vous donner certaines syphoses bien particulières, comme les mucopolysaccharidoses, la maladie de Marfan, l'ostéogenèse imparfaite, d'autres causes éventuelles. Et là, on est dans des cas très particuliers. En fait, dans la plupart des cas, on est dans cette syphose non pathologique, qui est l'hypersyphose posturale de l'adolescent qui n'est par définition pas motivé pour la vie. Et qui se présente comme la jeune fille à droite, et ça je pense qu'on peut dire qu'on en a tous vu et qu'on en voit encore un moment. Il faut les encourager quand même à faire du sport. Il faut se poser la question de savoir s'ils ne sont pas un peu raides quand même. Est-ce qu'ils ont besoin de faire quelques étirements des chaînes postérieures? Parce que des fois il y en a qui se présentent un peu comme ça, et qui sont très raides, ils ont une enveloppabilité très limitée. Est-ce que ça se transformera en un futur Scheuermann? Bon, c'est discutable, très probablement que non. En fait, la plupart des adolescents qui se tiennent comme ça, on peut leur demander de se redresser, et ils savent faire ça, il n'y a pas de problème, et il n'y en aura pas. Et dans la plupart des cas, en fait, cette hypersyphose posturale de l'ado ne fera pas de traitement. On peut mettre une espèce de limite à 55 degrés, en angle entre T4 et T12.
En dessous de ça, on fera des choses très simples comme surveillance, travail de la posture, va nager la brasse à la piscine, tu vas travailler l'hyperextension. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La lordose pathologique, elle n'existe pas. En fait, on a vu tout à l'heure que les patients assez lordosés, très probablement ils le sont parce qu'ils ont une valeur d'incidence pelvienne qui est importante. Et en fait, ils sont faits comme ça. Il n'y a pas de souci avec l'hyperlordose. Des questions sur l'hypersyphose? Quand on fait un vidéo, si on mesure tout ça, Ouais, sur les os, maintenant, il mesure systématiquement l'incidence pelvienne de la lordose de la syphose. Et pour l'histoire du cheveu en bas, de toute façon, ils vont dire aussi dans l'interprétation de la radio si les corps vertébraux. Oui, vraiment, le radiologue, il est là pour ça, pour dire qu'il y a un chemin. Enfin, je veux dire, c'est un diagnostic radiologique. Oui, ça peut être radiologique aussi. C'est suspecté uniquement et confirmé radiologique. Et à envoyer à l'orthopédiste pédiatre pour savoir si nous, on a besoin de lui faire des étirements, plus ou moins lui mettre un corset pour essayer de redresser un peu la chose. Avec une histoire du cutoff à 55 ans. Si c'est entre ça. Alors le cutoff à 55, on le met un peu pour l'hypersyphose posturale, qui est dans notre problème. Mais oui, on peut se servir du 55. Parce que la valeur normale de T3, T4, T12, c'est 40. C'est tout bon. La lise ismique, c'est quelque chose qu'on, si vous regardez vos radios EOS au niveau L5, vous retrouverez cette image de l'isthme, ça concerne près de 5% de la population. Évidemment, il n'y a pas 5% de la population française qui est malade de sa lise ismique. La plupart des cas, en fait, de lise ismique, ils sont découverts de façon fortuite quand on fait une radio pour une autre raison, et la plupart des cas sont complètement asymptomatiques. Mais dans un certain nombre de cas, on voit des patients qui se présentent en consultation avec une lise ismique et une forte douleur localisée en bas sur la colonne. Et en fait, là aussi, on retrouve des facteurs de risque d'apparition. Une dysplasie locale, des fois, avec une incidence pelvienne faible. Je vous disais tout à l'heure, on s'en sort mieux quand on a une incidence pelvienne forte plutôt que faible. C'est valable aussi pour la lise ismique. On se rend compte que les patients porteurs d'une lise ismique qui vont avoir une incidence pelvienne faible, ils auront plus de risques d'évoluer vers une spondylolisthésis. Des fois, c'est un traumatisme ou des micro-traumatismes liés à certains sports qui sont en lien avec la lise ismique. Cette gymnaste, c'est super, c'est ce qu'elle fait. Alors, vous imaginez ce qui se passe au niveau de la charnière lombo-sacrée. Si elle fait ça trop souvent, vous comprenez pourquoi au bout d'un moment, ça évolue vers la lise ismique. En fait, la plupart des gymnastes qu'on voit, elles ont une lise ismique à cause de leur activité et à cause de cette hyperextension du bas de la colonne, du fait de casser cette jonction lombo-sacrée à répétition. Et je vais te prêter un. Il fait quoi celui qui a côté de la gymnastique? Il fait de l'haltérophilie. Il est branlé. Vous avez trouvé ça intéressant. Donc je vous le disais, la lise ismique elle est souvent asymptomatique. Il n'y a pas de traitement en cas de découverte fortuite, mais par contre on refait assez facilement une radio de contrôle 6 mois plus tard pour être sûr que ça n'évolue pas vers le spondylolisthésis. Le spondylolisthésis, c'est le fait de voir L5 avancer par rapport au sacrum, avancer en devant, en sachant que L5 qui avance, il emmène avec lui tout le reste de la colonne. Et des fois, ça m'est arrivé 2 fois, de voir une spondyloptose, c'est-à-dire de voir l'évolution vers l'impression même que la colonne va tomber devant le sacrum. Là encore, probablement chez des patients qui ont
une incidence pelvienne faible. Le traitement, toujours si c'est symptomatique, c'est l'arrêt de l'activité sportive à risque, hein, bien évidemment. Quoique chez une gymnaste, c'est pas toujours simple à obtenir. La kiné d'étirement, parce que très souvent, quand il y a une lysismie et surtout un spondylome associé, il y a une raideur des ischio-jambiers. Et puis, on peut être amené parfois à rester à un corset, surtout si on a l'impression que la lysismie est traumatique aiguë, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose à un moment, un traumatisme d'une activité sportive où il y a eu une forte douleur qui est apparue et on a envie de faire consolider ce l'isthme qui a cassé. Ce que vous montre l'évolution radiographique, là, on a obtenu une consolidation de l'isthme avec un corset pendant 3 mois. Après un traumatisme identifié. Ils ne le sont pas toujours. Et parfois, on a bien sûr des traitements chirurgicaux possibles pour les lysismiques qui ont évolué vers des spondylolisthésis importants pour empêcher la colonne vertébrale de tomber devant le sacrum. Un petit mot plus simple maintenant à propos du rachis et du sport. Bon, tous les sports sont autorisés et même recommandés en fait en scoliose. Il faut arrêter de dire aux enfants de ne plus faire de sport asymétrique ou de ne plus faire de l'équitation quand ils ont une scoliose. Tout ça, c'est une vieille idée. Il faut qu'ils bougent. Les sports d'hyperextension, hyperflexion du tronc sont pratiqués en cas de Scheuermann. Je vous parlais tout à l'heure de mon bonhomme là, qui avait fait beaucoup de vélo dans cette position-là. Forcément, là, il faut arrêter. Il faut leur dire d'aller nager, surtout en cas d'hypercyclose posturale, surtout quand ils ne font pas de sport. La gymnastique, le plongeon et l'haltérophilie sont des sports contre-indiqués en cas de lysismique. Les adolescents qui ont des douleurs au dos, douleurs en lien avec la croissance, doivent aller nager. La kiné, maintenant, c'est surtout en accompagnement d'un corset. Ça doit probablement, dans la plupart des cas, accompagner le traitement d'une dystrophie rachidienne de croissance, ou maladie de Scheuermann. Ça peut aider aussi dans les étirements des ischio-jambiers dans le cadre de la spondylolisthésis. Et puis, pour les douleurs banales de l'anneau, attention, attention à la nécessité de néotulignal, gros besoin de kiné, ça peut être un signe de gravité éventuelle. Merci pour votre attention.